Voilà. Pour les travaux, l'ouvrage que vous avez écrit, vous souhaitez évidemment passer un bon moment, une belle rencontre. Donc, on commence. Il faut parler avec le micro. Vous n'entendez pas? Vous entendez ou non? Et pour l'enregistrement, c'est bien. Non, 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 non. C'est un plus important. Il marche? Ah. Bon, vous m'entendez? Mieux? Ça va. On parle, allons-y. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ce soir Mario Ribé, une représentation de son livre, donc La dignité du sujet, qui a un sous-titre Psychanalyse et liens sociaux au Chili. C'est un livre qui a été publié en 2020 au Chili et en France, donc l'édition de l'Insu, là, juste il y a quelques jours. Donc, c'est un ouvrage, je le trouve, très généreux. Je ne sais pas si vous, sans doute, vous ne l'avez pas encore lu, mais très généreux. Et il y a une belle iconographie. Il est préfacé par Balthazar Garçon et postfacé par Marie-Jean Sauvé, ici présent. Donc, Marie-Jean, que beaucoup connaissent, psychanalyste à Toulouse. Et si je lui ai demandé de nous accompagner comme discutant, outre le plaisir qu'il soit parmi nous, c'est quand même pour son travail, justement, toutes ces publications sur qui concernent le lien entre la psychanalyse et la politique. Et donc, comment il s'appelle le dernier livre que tu as publié? De la politique et de la psychanalyse. Voilà, et puis les chroniques là, qui sont parues dans Le fil politique. Le fil politique. Putain, je vous reconseille. Bon, alors, Mario Uribe, donc, est psychanalyste à Santiago du Chili, psychiatre de formation, titulaire d'un DEA du champ freudien, un master en médecine légale et il a une expérience professionnelle dans différents services hospitaliers au Chili et en France. Il a reçu une bourse de la faculté de médecine de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est expert aussi auprès du bureau de défenseur pénal public et de la cour d'appel de Santago. Donc, ce livre prend ses marques de l'expérience de l'explosion sociale qui a eu lieu le 18 octobre 2019. C'est une explosion qui a démarré à partir de l'augmentation des tickets de métro, de même qu'en France, l'augmentation de l'essence pour les gilets jaunes, et qui a commencé comme ça et qui a été un moment absolument terrible au Chili. Donc, Mario Uribe, en tant que psychanalyste, un psychanalyste, s'interroge sur ce qu'a produit le néolibéralisme sur les sujets. Il s'agit de rappeler que le Chili a été le laboratoire pour des thèses folles de Milton Friedman sur le néolibéralisme, mise en place sous la dictature de Pinochet et ensuite sous les militaires par ces Chicago Boys. Et en conséquence de cette expérimentation, à l'échelle d'un pays, la première fois qu'il y avait une expérimentation comme ça à l'échelle d'un pays, ça a détruit l'économie chilienne et le peuple. Et ces thèses mises en application produit pauvreté, chômage, inflation, augmentation de la dette, dégradation du lien social, souffrance subjective, bien évidemment, et le tout dans une indifférence totale des hommes politiques corrompus. Ça a engendré un pays exempt d'espoir. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler un peu le contexte. Au même titre que mai 68, ou que les révolutions arabes, ou les indignados en Espagne, ou les gilets jaunes donc en France, l'auteur considère cette explosion du 18 août, que cette explosion est une résistance des sujets, la désubjectivation programmée par la structure même du discours capitaliste. Le capitalisme ne veut pas de sujets pensants, encore moins désirants, il veut des consommateurs, et être réduit à des objets que l'on manipule au gré des bénéfices, mais jamais sans conséquences subjectives et sociales. Donc, Mario Uribe, à ce moment-là, descend dans la rue. Je vais vous expliquer tout ça, je vous donne juste le cadre. Lit les messages sur les murs, les slogans, les affiches, les graffitis. Ici, dans certains pays, dans certains systèmes politiques, les murs des oreilles, il parle aussi pour qui sait les lire. Ça me fait penser au Datsibao du temps de Deng Xiaoping en Chine.
Des messages codés ou non, certains sont plus qu'explicites, mais adressés à l'autre du pouvoir qui ne répond pas. On va nous en parler. Alors, en quoi la psychanalyse nous aide-t-elle à analyser cette insurrection des sujets? D'abord, le capitalisme promet, vous le savez, une jouissance sans limite des objets, alors qu'une satisfaction complète, on le sait, est impossible. Le sujet ne peut structurellement qu'être frustré par l'objet, on va dire manufacturé par exemple. La consommation écrase le désir, le bénéfice de la jouissance. Donc ça laisse des sujets aliénés à une jouissance mortifère, qui consomment de plus en plus et de plus en plus insatisfaits. Ils ont perdu la boussole du désir. Alors, comme le dit Mario Uribe, plus la soif est boit à la source capitaliste, plus la soif. Alors, la psychanalyse, bien sûr, est l'envers de ce projet. D'abord, dans son but, puisqu'elle vise à guérir le sujet de cette jouissance mortifère qui l'aliène, et elle vise à produire un sujet émancipé du grand autre, qui assume sa différence et puisse vivre sa vie en s'ouvrant au champ du désir. On pourrait dire que c'est le programme de la psychanalyse. De même, elle s'emploie à produire le sujet d'une éthique qui rend sa dignité au sujet. Ce sujet-là, passé par une psychanalyse menée jusqu'à produire le sujet de l'éthique, ne devrait plus écraser l'humain. Donc, Mario parle de la dignité du sujet, mais aussi de la honte, qui permet de saisir en quoi la structure du sujet de l'inconscient, les éléments dont il se constitue, la théorie des discours, son lien social, on peut ne citer que ces avancées de Lacan, nous aide à penser ce qui se passe dans ces insurrections. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'était un livre généreux. Il l'est au regard de toutes les références politiques, psychanalytiques, philosophiques et historiques, de même qu'il est aussi passionnant à lire. Il est rare de lire un travail qui a cette envergure, car ce n'est certainement pas un essai théorique. C'est une analyse fine, large, qui s'appuie non seulement sur ce qu'il a observé, entendu, mais qui cherche à dialectiser un certain nombre de questions concernant le sujet, donc la dignité, le respect, la honte, l'indignation, la douleur d'exister. Et puis, il analyse comment pourrait s'y prendre le politique s'il voulait savoir, en général pas le cas, et ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Donc voilà, juste une petite présentation. Donc, je pense qu'on va commencer par Marie-Jean, qui va poser un certain nombre de questions pour permettre à Mario de travailler. D'abord, c'est peut-être moins une question que continuer à situer le paysage, parce que du Chili, en France, je suis persuadé qu'ils se sont demandé qu'est-ce que vous en savez. On dirait Allende, Pablo Neruda et Pinochet. Personne ne se rappelle qu'il y avait Gabriela Mistral. Pourtant, c'est le nom d'un poète français qui avait eu le prix Nobel avant. Moi non plus, je ne savais pas. Si je n'avais pas été invité dans une université qui s'appelait comme ça, il me semble. Et donc, bon, il y a ça. Après, du Chili, on connaît Ushuaïa parce que c'était une émission, le bout du monde, de la Terre de Feu. Alors, on sait que c'est une bande de terre de l'autre côté de la cordillère ouverte sur le Pacifique. Mais après, on n'a aucune idée. Je crois qu'on oublie même l'histoire. Donc, c'est-à-dire une nation, je ne sais pas si on peut dire une nation plurielle en tout cas, puisqu'il y a des populations, des peuples premiers, dont les Mapuches, dont tu nous parleras, et puis les descendants des Espagnols, qui sont une certaine, qui ont le dessus du panier, on pourrait dire la bourgeoisie du pays. Et puis il y a les métis, et il y a El Roto, les fracassés, je ne sais pas comment on les appelle. Enfin, donc là, la première question, c'est de nous dire un peu, mais c'est quoi la société chilienne dans laquelle les étudiants, dont les familles sont tellement pauvres qu'ils doivent s'endetter pour comprendre, ils font des prêts un peu comme aux États-Unis, où ils sont surendettés pour faire leurs études
sans être assuré de trouver du travail après. Et donc, dans ce contexte-là, l'accroissement du prix du billet, ça a le même effet qu'ici, l'accroissement de l'essence quand on est obligé de prendre sa voiture pour profiter des services publics, disons. Là, il n'y en a plus à proximité. Donc ça, c'est peut-être nous dire quelque chose de ça, et peut-être aussi peut-être de ce qu'Isabelle a rappelé, ce côté laboratoire du néolibéralisme, parce que c'est paradoxal, mais le Chili est très en avance sur l'Europe et la France. Il est déjà là où le FMI veut nous amener. Et on voit le désastre que c'est. Donc, si nous dépeindre ça pour situer là-dedans, ensuite, voilà la question. Qu'est-ce que vient faire le psychanalyste dans la rue? Surtout que tu dis à la fin de l'ouvrage que tu opposes presque l'intellectuel au sens traditionnel, celui dont on dit qu'il n'y en a plus, et le psychanalyste qui s'appuie sur son désir. Bon. Improvise. D'accord. Merci d'être là. Merci Isabelle et Marion. Oui, enfin, effectivement, moi je suis l'auteur de ce livre qui a été écrit pendant les événements qui se sont déroulés au Chili à partir du 18 octobre, effectivement, 99. 2019, pardon. Un peu commun, je m'excusais. Alors, le Chili. Et pourquoi? Enfin, oui, effectivement, pour nous, pour moi personnellement, c'était une révolte largement attendue, en tout cas. On savait que ça allait éclater un jour. On le sait conceptuellement parce que le discours dominant, le discours capitaliste finit tôt ou tard en crevaison, disait Lacan. Ça aboutit à des crises de temps en temps. Et puis le Chili, en tant que labo d'expérimentation, effectivement, c'est bien dit parce que ça n'a pas été une expérience au sens où il n'y a pas eu de sujets concernés, mais plutôt on nous a pris pour des objets. C'est la réification ou la désubjectivation qui est inhérente à la structure même du discours capitaliste qu'on a subi pendant des années. Effectivement, comme disait Isabelle, le Chili a été le premier pays où les politiques néolibérales ont été imposées parce que ça se passait sous dictature militaire, ce qui fait que vraiment tout ce qu'on a pu subir et tous les profits qu'on a pu avoir aussi, bah ça se voit dans un miroir grossissant, je veux dire. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt pour les autres pays, parce que par la suite, il y a eu une seule expérience précédente qui a eu lieu à la ville de New York en 1974, selon David Harvey. Voilà. Et après, c'est le Chili, et par la suite, bon, c'était la traînée pour eux. Voilà. C'est-à-dire les États-Unis, les Royaumes-Unis, et puis actuellement la Chine, et puis la France, et tout le monde. Voilà. Et le Chili, quel est le problème? Enfin, il y a eu sans doute des déclencheurs au niveau de la révolte qui ont été des déclencheurs objectifs, comme c'est toujours le cas, mais il y a eu aussi une dimension subjective très forte, très prégnante. Ça, on l'a vu. Ça, en tant que psychanalyste, ça m'a personnellement interpellé. Ça a interpellé mes camarades, mes amis. Donc, à un moment donné, on a pris la décision d'écrire quelque chose parce qu'on voyait bien qu'il y avait du bruit dans la rue. C'était vraiment une révolte inouïe. C'était peut-être un événement au sens philosophique du terme. On n'arrivait pas à comprendre, mais quand même, ce livre s'inscrit dans un premier temps
dans une logique, dans une tentative, justement, de comprendre ce qui s'est passé en mettant l'accent sur la dimension subjective en tant que psychanalyste, et puis en faisant appel aux outils psychanalytiques. C'est pour ça que je parle, il y a des chapitres où je parle d'acting out, par exemple, hein, pour expliquer un peu sur le plan subjectif et pourquoi cette révolte a explosé ou a pris cette forme, la forme d'un acting out, c'est-à-dire d'un message qui passait pas, qui n'était pas entendu. Et puis, voilà, donc ça a à un moment donné éclaté, mais ça a été un message qui a été adressé, qui avait une adresse. Hein, et l'adresse, c'est sans doute l'autre au pouvoir, les marchés qui engendraient de la souffrance, on va dire ça comme ça, aux citoyens. Et puis en réponse, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'écho au niveau du pouvoir. Et si on avait, mais c'était c'était de la moquerie, c'était du mépris à un moment donné. Il y a eu énormément de références, de déclarations des ministres d'État à cette époque-là. C'était le président Piñera, qui est mort d'ailleurs, et qui est un président, un riche, un homme d'affaires, qui était un homme d'affaires très riche, richissime. Voilà. Et donc, ce qu'on a eu comme réponse, ça a été justement cette espèce de mépris. C'est pour ça que je mets l'accent là, parce que si bien il y a une dimension objective, dans la révolte, il y a cet aspect aussi qui a touché à des éléments subjectifs qui ont fait que bon, les citoyens ont pris la décision un jour de sortir dans la rue et d'envoyer au pouvoir les messages qu'il fallait envoyer depuis très longtemps d'ailleurs. Alors, moi, ce que je fais, c'est en tant que psychanalyste, je me suis pris à l'exercice de justement écouter et lire ce qu'on appelait les street art, parce que c'était ça, effectivement. C'était très proche de ce qui s'est passé à l'époque, au mai 68, par exemple, avec les slogans, les graffitis, les formules, très intéressantes d'ailleurs, des formules. Donc, j'ai pris la décision de justement développer dans chaque chapitre l'idée ou le sens qu'il pouvait avoir pour moi chaque slogan, chaque graffiti qui m'a paru parlant. Voilà. Alors là, je n'ai rien dit sur les Chili, mais bon, c'était pour introduire la chose. Eh bien, non, mais pour continuer sur ce que tu viens de dire, parce que, pardon, là, ça concentre on va dire, la protestation des Chiliens touchés autour de l'acting out. Et l'acting out, finalement, ça se définit par le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas déchiffrable, qui n'est pas entendu, et c'est donc agi. Mais puisqu'il y a cet impact du néolibéralisme sur les subjectivités, est-ce qu'on peut dire quels étaient les symptômes globalement que le clinicien rencontrait dans cette société avant l'acting out? Sous quelle forme la souffrance, comment ça se marque cet écrasement de la société sur les sujets? Justement, voilà, je vais commencer à recenser des symptômes sociaux. Et voilà, donc ce qu'on retrouvait assez souvent, c'était des sentiments d'humiliation, par exemple, de la honte, des gens qui avaient honte, enfin, qui avaient eu honte, justement parce que la révolte d'octobre au Chili, il y a eu cet effet que j'appelle des destitutions subjectives, c'est-à-dire qu'il y a eu un imaginaire qui avait été forgé par les discours dominants, comme quoi ces pays, qui est le Chili,
était une sorte d'île où ils n'ont assise, comme disait l'ancien président Piñera, ils n'ont assise dans une Amérique latine turbulente, disait-il. Où avant, on était les Anglais de l'Amérique du Sud. Après, justement, après le début des politiques néolibérales, le Chili est devenu le miracle économique, en allusion justement au miracle économique allemand, après la guerre. D'ailleurs, c'est Milton Friedman qui a dénommé le Chili de cette façon-là. Et par la suite, on était les jaguars de l'Amérique du Sud. Donc, on a construit, on a, pas moi, le pouvoir a construit l'imaginaire comme quoi ces pays-là, ces petits pays, c'est très bien expliqué au sens de la géo, Marie-Jean, un long pays étroit, coincé entre la cordillère des Andes et la mer. Et bon, était un pays qui s'inscrivait dans une logique d'exception, chose qui est complètement fausse. Comme ça, on atomisait les pays par rapport au reste de l'Amérique du Sud, et la possibilité de créer des liens de solidarité, de se confondre dans une identité latino-américaine. Voilà, c'est ça l'effet au niveau identitaire et au niveau subjectif qui peut créer une politique néolibérale ou une rationalité néolibérale extrême. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens, au moment de la chute de cet imaginaire, parce que les gens se sont rendus compte finalement que ça ne tenait plus la route, sont revenus à se poser des questions fondamentales, des questions sur l'identité. Et parmi ces questions-là, il y a eu la question justement de la rencontre originaire entre deux mondes. La cosmovision des autochtones du pays, des Mapuche, et la cosmovision et les institutions européennes, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des Espagnols, des conquérants. Donc, il y a eu à ce moment-là des questions qui se sont posées et qui jusqu'alors restaient refoulées, complètement refoulées, puisque cet imaginaire, comme quoi nous, on était les Blancs, donc on n'avait pas forcément d'origine mapuche ou autochtone, cette hégémonie, d'une certaine façon, avait pénétré pendant des années la subjectivité des Chiliens et avait justement dominé en tant que théorie identitaire. Donc les gens se sont commencé à poser ces questions-là, surtout les jeunes. Et là, les Mapuche est devenu un objet, n'était plus un objet déchu, plus un résidu de la domination. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que la honte, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la question de la honte a commencé à se reposer, parce que justement, ce qu'il y a eu jusqu'alors, c'était la honte propre de tout rapport de domination. En fin de compte, ce que Frantz Fanon déploie dans sa thèse sur la violence et la colonisation, c'est-à-dire que dès lors, enfin, lorsqu'il y a des rapports de domination, il y a toujours dans la passivité, dans les dominés, cette dimension de la honte qui surgit. Alors là, ça a permis la révolte de prendre en charge cette question, de ne plus la refouler, et puis de regarder cet étranger, entre guillemets, qui gît au fond de nous-mêmes, hein, et qui était jusqu'alors complètement étouffé. Ça a été un effet, je trouve, très positif, qui a, d'une certaine façon, créé l'espoir d'un changement beaucoup plus radical. C'est pour ça qu'à cette époque-là, on parlait de refondation
hein. Et puis la suite logique aurait été d'élaborer une nouvelle constitution, mais à partir ou dans le cadre d'une assemblée constituante. Et finalement, ça a été un peu, comment dirais-je, les manifestants après la pandémie, parce que la pandémie a étouffé beaucoup de choses, les gilets jaunes aussi en France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement a été étouffé et après, la classe politique qui a une représentation, qui a des perceptions au niveau des gens, qui a une perception très mauvaise. Les gens ne se sentent plus représentés par la classe politique. Il y a eu des affaires de corruption, enfin, des choses qui arrivent un peu partout au monde, en France et ailleurs. Donc, voilà. Et, voilà, la honte, l'humiliation. Donc, cet effet de violence lié à la réification, voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Juste, parce qu'il y a d'autres questions, mais avant de... Tout d'un coup, je réalise, il y a pas eu d'esclavage noir au Chili. Ça a été quand même un des pays préservés de cet aspect. Hein? Ça, c'est une particularité. Peut-être que ça contribue effectivement à cette formule, à cette solution qui a été les fantasmes du blanchiment. Pourquoi on était les blancs de la majorité. Et les Indiens bénéficiaient du fait que depuis la conférence de Valladolid, ils avaient une âme. Voilà. Donc on ne pouvait pas ça. les... Non, mais c'est historiquement... C'est historique, oui. Et ça prouve qu'on n'était pas égaux au siècle d'or. Non, on n'était pas égaux. Au Chili. Jamais, ouais. Hein? Les Espagnols avaient l'apanage de la dignité. C'est ça. Hein? Et les Indiens n'avaient rien, n'avaient pas de dignité, pas de droits, et il était en plus illégitime. Et là, ça je développe cet aspect à partir d'une sorte de honte fondationnelle qui explique parfois les rejets des Mapuches, parce qu'il y a des Mapuches qui renient justement leurs origines. Parce que c'est très difficile pour eux. Après 5 siècles de domination, c'est quand même... Ça, on peut comprendre. Peut-être pas la solution, mais... Peut-être on reviendra là-dessus, parce qu'à la fin, nous, on a regardé ce mouvement plein d'espoir, en se disant, ils se dotent d'une nouvelle constitution, ils vont fabriquer un pays avec 2 nations au moins. Bon. Et tu viens de dire, les Mapuches... ont même perdu leur culture quelque part. Or, un des effets de ce mouvement, c'est presque une récupération de leur culture et du coup une réaction contre la nouvelle constitution. Bon, peut-être on parlera de ça tout à l'heure, mais... Moi, ce qui m'intéresserait que peut-être tu puisses nous expliquer, c'est comment les outils de la psychanalyse, parce que le concept, c'est des outils de pensée. Hein. Donc, comment les outils de la psychanalyse ont permis de penser à un certain nombre de choses. Par exemple, tu dis qu'ils avaient intériorisé une position de dominé. Donc, comment, avec la psychanalyse, on sort d'une position de dominé? Tu vois, des exemples comme ça, un petit peu. D'accord. Oui. La psychanalyse, effectivement, les livres. Moi, j'oscille entre l'individuel et le social, le collectif. Et ça, c'est parfois des passages un peu dangereux, épineux, mais quand même, il fallait les faire, à mon sens. Et alors, la question. Tu essaies de nous dire comment les outils de la psychanalyse, les concepts de la psychanalyse t'ont permis de saisir un certain nombre de choses qui se passaient. Ouais. Bon, dans la violence, dans la domination, l'humiliation. Parce que tu parles beaucoup justement, la dignité du sujet. Ouais. Tu parles de la honte, c'est très intéressant ce que tu dis sur la honte. Ouais. Bon, donc voilà, c'est un petit peu ça, toi, pour expliquer un petit peu à tout le monde comment la psychanalyse t'a permis d'éclairer tout ça. Ouais. Oui.
Oui, effectivement. C'est par rapport aux références qu'on a. C'est-à-dire que, oui, euh, bon, il y a énormément de notions psychanalytiques que j'ai appliquées euh, sur la compréhension du mouvement. Je parlais de la honte, de la restitution subjective, de cet imaginaire, effectivement, la violence de la colonisation. Euh, alors là, quoi d'autre? La dignité. La dignité du sujet a été vraiment le signifiant maître de la révolte. Et ça est arrivé au Chili, mais c'est un signifiant qui est invoqué assez souvent dans des mouvements sociaux récents. Los indignados. Oui, voilà, oui, depuis C'était les vraiment- Espagnols. C'était vraiment écrit sur le mur. Hein. C'est écrit sur le mur, Vous voyez, effectivement. Oui, c'est un peu loin, mais c'est vraiment écrit. Voilà, donc oui, c'est plutôt le fait d'écouter les signifiants ou de lire les signifiants dans le mur de la cité, d'entendre les signifiants qui nous ont interpellés, forcément. Alors, les outils que moi je peux avoir, c'est des outils psychanalytiques. Donc, voilà, c'était presque naturel pour moi d'appliquer ces connaissances à la compréhension du phénomène. Alors là, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a, il y a, il y a, bon, il y a, bon, il y a énormément de choses. C'est vrai que vous allez voir dans le texte, il y a énormément de. Une fois que je le revois, parce que ça fait. Je l'ai pas lu en français. Je l'ai lu en. Pas mal, hein? Ouais. Oui, oui, je recommande la lecture. Pardon. Mais par exemple, il y a la question. Dire un extrait. Ah, on peut. Oui, la dignité. Pourquoi la dignité? Pourquoi la dignité? La dignité, ça revient tout le temps, oui, de la bouche des manifestants. Et voilà, ça m'a interpellé. Je sais que c'est un signifiant équivoque, polysémique, c'est complexe, mais quand même, je commençais à recenser dans la littérature analytique et puis chez Lacan, j'ai trouvé plusieurs références, énormément de références à ce sujet, et notamment, il y en a une qui m'a semblé très précise et qui rend compte justement de cet aspect, de cette dimension subjective qui est lésée, qui est blessée quelque part. La question se pose concernant la dignité par rapport, en fin de compte, à la valeur de l'humain, grosso modo. Et alors là, en quoi cette valeur a été menacée quelque part par les discours dominants? C'est ça la question. Et voilà, je dégage un peu cette idée. Et nous avons le psychanalyste qui est le discours capitaliste laisse en dehors de son champ tout ce qui concerne les choses de l'amour, comme disait Lacan, tout ce qui concerne la castration, tout ce qui concerne la notion des limites, la notion de barrières, la jouissance. Donc, il n'y a pas de limites. Et ça, on les voit dans le comportement des marchés. Hein, c'est des marchés complètement dérégulés, sans limite, où on met au centre, justement, de cette rationalité, là, par les modèles de l'entreprise et la concurrence. Et ça se passe parce que quand il y a quand il y a un cadre symbolique trop faible, quand il n'y a pas de limite, ce qui prévaut, c'est les rapports imaginaires
Les rapports imaginaires, c'est des rapports centrés sur la rivalité, sur l'hostilité, sur l'envie, où il y a vraiment de l'agressivité. Et ça, c'est des valeurs quand même du capitalisme qui sont même stimulées par les... Il faut être agressif, il faut rivaliser. Hein? Donc, cette dimension, moi, je l'analyse à partir justement de la question de la dignité, parmi d'autres. Et là, ce qu'il y a, c'est que, effectivement, la dignité, selon Lacan, ou les Lacan que j'ai lus, selon Lacan, dans ce cas-là, la dignité du sujet, parce qu'il l'appelle comme ça, c'est les syntagmes, c'est pas un syntagme à moi, c'est Lacan qui parle, comme il parle aussi de la dignité du symptôme, la dignité de la chose, et puis d'autres dignités. La dignité du sujet, c'est une conséquence de la valorisation de l'objet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on valorise l'objet, il y a la possibilité de valoriser les sujets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sujets, notre sujet, c'est le sujet de l'inconscient. Et c'est un sujet qui s'évanouit, c'est un sujet qui n'est pas le moi, qui n'est pas le jeu de l'énonciation, c'est un sujet qui est un effet de la chaîne signifiante. Alors, ce sujet, quand il n'est pas pris dans un rapport au désir ou dans un rapport à un objet, c'est un sujet qui s'évanouit constamment. Donc, c'est un objet, c'est un sujet qui ne trouve pas sa place en tant que cause du désir, n'est pas désiré, n'est pas désirable. Alors là, à partir du moment où ces sujets établissent un rapport avec un élément hétérogène à la chaîne signifiante, qui est l'objet perdu. À ce moment-là, les sujets peuvent devenir un sujet du désir, médiatisé par l'imaginaire, par un fantasme, mais quand même, c'est à ce moment-là que les sujets se fixent, et puis à ce moment-là, on peut dire qu'il peut être un sujet unique, c'est-à-dire un sujet fondé dans la différence, inestimable, qui n'a pas de prix, et qui n'a pas de prix dans les marchés. Ça, c'est très important. Le sujet n'a pas de prix dans les marchés. Et tandis que les objets, ça, déjà, depuis Kant, on le sait, les objets ont des valeurs marchandes et les personnes n'ont pas de prix. Voilà. Donc, c'est cette question-là qui est, à mon sens, en fin de compte, mis au premier plan en tant que contestation, en tant que message venant de la rue et des manifestants. C'est-à-dire, nous, on peut nous enlever tout ce que vous voulez, mais pas notre dignité, pas quelque chose qui nous menace au point où, si on ne se révolte pas, on risque d'être aboli en tant que sujet de désir. C'est pour ça que je parle d'acting out. L'acting out, c'est corrélatif du désir, et pas de l'acting out, pas du passage à l'acte, pardon, parce que le pouvoir a créé, dès le départ, enfin, a conçu ou a expliqué cette révolte comme étant la conséquence d'une sorte de conspiration internationale. C'était la guérilla cubaine, c'était Maduro qui venait avec ses guerrilleros infiltrer les manifestants, les étudiants. Enfin, c'est toujours de la faute de l'autre, c'est toujours
la même logique, moi, je disais à ma région il y a quelques jours, justement, comment les pouvoirs se comportent, se conduisent de nos jours, c'est exactement la même réponse. Quand le président Macron a été il y a quelques jours en Nouvelle-Calédonie, il a interprété dans la presse ce qui s'est passé, les émeutes, comme étant une sorte d'organisation un peu obscure. Hein, et ça voulait dire qu'il y avait quelque chose derrière et puis qu'il fallait rentrer dans la normalité le plus vite possible. C'était exactement le même discours. Si vous lisez mon texte, vous allez voir qu'il y a un chapitre qui s'appelle, enfin, de la formule est on ne veut pas revenir à la normalité parce que la normalité est le problème. C'est le problème. Voilà. C'est des phrases, des formules que les mêmes manifestants ont dépliées comme ça et puis qui nous permettent un peu de connaître pourquoi les gens se sont révoltés, qu'est-ce qu'ils subissent. Qu'est-ce qu'ils subissent, en fin de compte? Je le redis à ma façon de voir. Si je comprends bien, et je suis d'accord avec la façon de le dire, le sur son rapport à la cause de son désir. Parce que s'il cède là-dessus, il se renie lui-même. Donc, tout n'est pas ça. Il y a ce point de rupture qui fait sa dignité et d'ailleurs qui fait une sortie du même coup du système, qui est la condition. Oh, alors, ça amène quand même à la question de l'intérêt de la psychanalyse dans tout ça, parce que tu dis à la fin carrément que les psychanalystes, quand même, ça serait pas mal qu'ils sortent de leur cabinet et qu'ils descendent dans la rue. Mais on voit ce que ça veut dire, descendre dans la rue. C'est là, pour le coup, ça a été de prêter des oreilles à cet acting out. Et d'ailleurs, peut-être une question bête. Il y a eu des effets de votre position, à toi et à tes amis, d'être comme analyste descendu dans la rue. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça peut être une proposition folle, mais quand même, moi je trouve que si Lacan a valorisé l'invention de la cure, il a beaucoup valorisé l'invention de la cure, je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas valoriser l'invention dans le collectif ou dans le social. Déplacer un peu la question, parce que, en fin de compte, dans les associations psychanalytiques, on en parle souvent, et il y a toujours cette idée comme quoi la psychanalyse est menacée. Est-ce que ça va survivre? Est-ce que notre discours aura des descendances? Enfin, ça depuis Lacan, depuis les années 70. Depuis presque oui, oui, depuis toujours. Oui, parce que vraiment, c'est une discipline qui questionne et qui interpelle le pouvoir. C'est une discipline qui a une structure anticapitaliste. Moi, j'en parle à la fin. C'est une structure anticapitaliste à partir du moment où la psychanalyse introduit les manques d'entrée par la plus-value et aux psychanalystes, enfin les psychanalystes s'intéressent davantage ce qui manque, qui est à l'excès, oui, bah, il est installé dans sa logique, dans la cure, en tant que semblant d'objet A, en tant que semblant d'objet cause du désir. En plus, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a aucune réciprocité, il n'y a pas de maximisation, tout le contraire. Tout au long d'une cure, ce qu'il y a, c'est un vidage des jouissances, du début jusqu'à la fin. Donc, si on voit au niveau de la structure du discours,
analytique est, est, est contraire à la structure du discours capitaliste. Alors là, comment faire? Pourquoi pas? Et ça, c'est un pari. Lacan parlait de prendre des risques, des risques absolus. Il parlait de risques absolus à un moment donné. C'est peut-être un risque absolu, ça a occasionné des rires là, dans la salle, mais quand même, je parlais en faisant un clin d'œil à cette histoire des étudiants de mai 68, faire descendre les structures dans la rue. Oui, faire descendre les structures psychanalytiques dans la rue. Ça veut dire que, à mon sens, si la psychanalyse veut se perpétuer et veut être un contre-pouvoir au discours dominant, parce qu'il l'est sur le plan structurel, alors là, il faut pas qu'il abandonne les vivants, pas ça comme ça, mais il faut quand même que la psychanalyse en extension et la propagation de la peste se passe d'une façon telle que, au niveau du territoire, il y ait la possibilité d'une présence permanente et de créer des dispositifs inédits à tous les niveaux où il y a circulation de la parole. Parce qu'en fin de compte, la parole est partout, dans les médias, à l'école, dans les centres communautaires, dans les centres sportifs, à l'université, à l'hôpital, partout. Et là, il me semble que c'est le seul moyen pour qu'il y ait du psychanalyste dans l'avenir. Et pour que les discours psychanalystes puissent avoir une chance de, comment dirais-je, d'aider un nombre critique de sujets à se défaire du formatage capitaliste qui fait subir, qui entraîne des souffrances. Ça entraîne de l'argent, oui, mais ça a un prix objectif. Et personne ne se fait responsable de ce prix. C'est toujours de la faute de l'autre. Et si les gens n'arrivent pas à gagner dans les contrats sociaux, c'est de leur faute. C'est ça un peu le message du discours. C'est toujours. Et je parle justement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, cette histoire d'envie. Parce que c'est quand même, il y a des économistes, il y a Madame McCloskey qui justement a toute une théorie concernant l'égalitarisme. Et elle met l'égalitarisme sur les comptes de l'envie. Comme si vraiment demander à être égal, ce soit l'effet de l'envie. On est des envieux. La jalousie. C'est la jalousie. Et c'est dit par une économiste qui est en plus spécialiste en rhétorique. Il faut le faire quand même. Alors, j'en parle parce que je crois que c'est tout le contraire. C'est grâce à l'envie et à cette hostilité imaginaire que les marchés fonctionnent. C'est le moteur des marchés. Ce que je trouve difficile par rapport à ton idée de psychanalyse, ça m'arrive vraiment, mais c'est la question de la demande. Que quand quelqu'un va voir un analyste, il a une demande. Enfin, aussi dans la page, ça arrive, hein, on essaie de faire émerger une demande. Mais par rapport au social, je crois que la difficulté, oui. Alors bien sûr, à la fin, il disait, mais l'offre, je crée la demande. Ouais. Okay. Oui, bien sûr, je pense à ça. Mais quand on voit, enfin en France en particulier, en Amérique du Sud, c'est un peu différent, peut-être la position de la psychanalyse, je crois. Et en France, quand on voit maintenant la position de la psychanalyse, c'est quand même très, très difficile de faire qu'il y ait de la demande. Pas au niveau individuel, hein, il y en a encore des demandes, mais au niveau social, au niveau du collectif.
Ouais, Je trouve que c'est un gros problème. ouais. Cette espèce de mur, justement, il y a un mur. Peut-être il faut aller présenter des livres dans des librairies. Je suis d'accord avec la demande. Et alors là, en France et dans d'autres pays, comme Argentine, par exemple, Ouais. bon, c'est des pays où la psychanalyse déjà, pas moi, est plus ou moins légitimée. Au Chili, on a du mal vraiment, à légitimer la psychanalyse, même s'il y a des psychanalystes depuis les années 40. Au Chili, il y a l'IPA, mais c'est vrai que peut-être que ma position tient justement à comment ça se passe ou quel est le développement de la psychanalyse au Chili, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'analystes et puis il y a une offre, enfin, il y a une demande qui est pas, enfin, on ne la trouve pas au bout de la rue, quoi. Et, mais quand même, c'est justement. Mais à mon sens, je parlais des discours. Comment faire pour que les discours psychanalytiques, les discours de l'analyse puissent avoir un impact, puissent modifier les nuages des autres discours, puissent, je ne sais pas moi, constituer, ou faire son... Oui, diviser, effectivement. Mais pour diviser, il faut être nombreux. Mais peut-être que. On ne s'émancipe pas tout seul. Ah oui, absolument. On s'émancipe avec les autres. Autrement, l'émancipation analytique, ça fait d'impact. Moi, je suis psychanalyste, tout ça. Moi, je ne suis pas contre. Tout le contraire. Je crois que ce que j'ai dit là, c'est qu'il ne faut pas rester prisonnier de la neutralité, de l'orthodoxie et de l'exégèse. Il faut aller dans la rue, c'est ça l'essence, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, tout en restant dans les cadres du discours analytique. Puisqu'il n'y a pas de cure type, il n'y a pas de dispositif type non plus au niveau social. Il n'y a pas d'analyse, de perfection de l'analyste. Et tout ce qu'on peut faire en tant qu'analyste, que ce soit sur les divans ou n'importe où, est l'effet d'un désir d'analyste. Et c'est ce désir qui peut être déplacé, à mon sens, dans les collectifs, les sociaux. Moi, je voulais poser une autre question, alors peut-être que ça. Mais j'aurais voulu avoir ton avis sur l'Argentine. Ouais. La psychanalyse est quand même quelque chose de très partagé. Et alors, bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais je voudrais savoir comment tu expliques, justement, toi qui quand même étais là, hein, comment tu expliques l'élection qui a eu lieu, comment tu expliques qu'un peuple qui a autant souffert puisse revenir à choisir un dictateur aussi fou. La redemande. Hein? Ouais. Voilà. Ben, moi, je suis. Ouais, c'est intéressant. Je peux appeler cette question que c'est pas un de livres, que ça se passait après. Mais c'est vrai que, oui, moi, j'ai stoppé l'écriture de mon livre avant l'élection avant la votation de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée de la nouvelle Constitution. Et donc, voilà. Mais comment je peux expliquer ça? Il faut que je m'explique d'abord ce qui s'est passé au Chili, parce qu'on attendait une chose et on a eu, à un moment donné, tout le contraire. Hein? On gagnait, je sais pas, 5-0, et puis après, on était de l'autre côté. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Il y a une sorte de la Constitution. Oui, je parle du vote de la Constitution, justement. Je ne sais pas, je parle comme si tout le monde
connaissez. Non, je te parlais de l'Argentine. Alors tu Oui, reviens. l'Argentine, oui. C'est sûr. Et alors, c'est pour ça. Et en Argentine, j'ai du mal à comprendre, mais je crois que ce qu'il y a là, c'est le populisme, d'accord? Et le populisme, ça, à mon sens, moi, je l'explique au Chili dans un texte que je viens de finir, qui va sortir bientôt. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose, quand il y a, quand il y a une fragilité symbolique telle, comme celle que j'ai décrite, ce qu'il y a, c'est que, enfin, ce qui prévaut, à un moment donné, c'est une sorte de nostalgie d'un père, puissant, Puissant, c'est ça. hein, d'accord? D'un père puissant. Hein? C'est le père, c'est l'urbater de la horde freudienne. D'accord? Donc, voilà, je m'explique ça par ce biais-là, c'est-à-dire que je crois que les Argentins en ont marre parce qu'il y a eu enfin, beaucoup de problèmes de corruption, il y a eu une classe politique bon, qui n'a pas réussi à comment dirais-je, à montrer des chiffres économiques favorables, bon, qui a eu énormément de difficultés au niveau de la transparence, enfin, des problèmes de légitimation aussi. Ça arrive partout. Donc, à un moment donné, ils ont fait le choix de voter un père puissant. Enfin, ça me renvoie à ce qui est l'école de Francfort parlait ou développait à l'époque, la personnalité autoritaire, hein, Horkheimer et Adorno, hein, les freudo-marxistes de l'époque. Voilà, pensaient que enfin, des personnages comme ça viennent de temps en temps combler ces vides du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense que les économistes, les politiques, les économistes, les historiens, ben, nous donnent tous cette version, effectivement, de dire, par exemple, ce qui s'est passé avec Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, de dire, bon, on est dans une économie qui est effondrée, les gens n'ont plus de recours, ils ne savent plus à quel sens se vouer, comme on dit. Ouais. Et voilà, un homme soi-disant puissant arrive, enfin, bon, en général, c'est des paranoïaques. Il faut bien dire, ce sont des paranoïaques en général. Et voilà, et bon, alors ça recommence. C'est-à-dire que l'histoire ne nous apprend rien. L'expérience ne nous apprend rien. C'est ça qui est sidérant quand même en Argentine. C'est un pays qui a énormément souffert. Donc on se dit, c'est pour ça qu'à la fin de ton livre, je t'ai trouvé un peu optimiste. Tu vois, parce que je me suis dit, mais quand même, bon, effectivement, tu l'as écrit avant ce qui s'est passé en Argentine. Mais c'est terrible de se dire que vraiment l'histoire n'apprend rien. Alors qu'est-ce que la psychanalyse peut faire à ça? Parce que le besoin d'un père tout-puissant. Isabelle, je pense qu'il n'y a pas d'historicité. Enfin, il n'y a pas d'historicité du pouvoir. Il y a peut-être une historicité du discours sur quelque chose qui peut faire collectif, constitution, être ensemble. Mais le pouvoir, c'est quand même, ça reste un rapport de force. Un parti politique, une armée, le pouvoir, une église, etc. Je pense que fondamentalement, le pouvoir est ahistorique. Après, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est quelque chose qui rompt avec la possibilité de la Oui, mais ils votent. Ils ont voté pour lui. Mais non, mais je suis d'accord avec ça. C'est une ça. illusion, c'est un peu Nietzsche, c'est un peu une illusion. Il y a une espèce d'illusion, de signification qui prolifère. Mais en fait, ça n'ancre pas, quelque part. Ouais. Je crois, mais c'est une hypothèse, je n'en sais rien du tout, mais c'est ce que je ressens, quoi, et j'essaie de travailler. Mais, que t'en penses, Marianne? peut-être il y a en effet un élément là, parce que enfin, ça, la psychanalyse en France, elle n'est pas si bien que ça aujourd'hui. En tout cas, dans les institutions, du fait de l'avancée du néolibéralisme, dans l'université, par exemple, je peux te nommer quelques foyers universitaires. À Toulouse, on est mort. En tout cas, la psychanalyse telle que je peux l'entendre. À Marseille, ah oui, non, ça va. Tu me rassures. Mais par contre, peut-être que le discours psychanalytique, lui, il faut qu'il soit sacrément puissant pour qu'il y ait du lien social.
si on considère qu'il n'y a de lien social que s'il y a ce discours qui, lui, est orienté vers la perte du pouvoir, précisément. Ce qu'il met au premier plan, c'est un réel et un semblant. Bon. Je trouve même qu'il y a une différence en Argentine entre la dictature, où les psychanalystes étaient extrêmement puissants, psychanalysés en douce, en faisant gaffe, parce que les renseignements généraux de leur pays allaient se mêler aux analysants pour venir dans la salle d'attente. Enfin, c'était vraiment un truc. Mais ils tenaient le coup, ils ont tenu le coup. C'est un peu pareil au Brésil, pendant la pire époque, alors même que des psychanalystes, par contre, ont participé aux tortures au Brésil. Et couverts par l'IPA, par le clocher. Bon, je veux dire, c'est pas le. C'est pour ça que je dis le discours analytique, c'est pas tout le monde qui dit je suis psychanalyste dans ce cas-là. Bon, il y a quelque chose sans doute à examiner. Et même, objectivement, il n'y a jamais eu plus de 60 000 psychanalystes dans le monde. J'avais essayé de les compter une fois. Encore là, additionnant les associations. Hein. Oui, mais vous avez, à l'époque, il y avait 3 ou 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 8 milliards. Si c'est vraiment un poumon artificiel, il faut que le discours soit fort. Donc, et alors, par rapport à ça, voilà, moi, je n'ai pas de réponse à la question, je me la pose comme toi. Par contre, je trouve que tu suggères peut-être une interprétation, et peut-être j'ai mal compris. Parce que quand Freud dit qu'il amène la peste aux États-Unis, même s'il ne l'a jamais dit, c'est la psychanalyse qui l'amène. Mais quand Lacan dit qu'après son discours, il y aura un discours pesteux, moi, je pensais qu'il parlait du discours capitaliste. Et tout d'un coup, je me dis, mais non, peut-être bien que la peste va se réveiller, la peste psychanalytique. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire, mais il y a en effet quelque chose à faire pour réveiller ce discours. C'est récent. C'est récent. C'est à l'échelle un siècle et demi. C'est récent. L'histoire de la psychanalyse. Je ne sais pas, mais après, moi, je me pose les mêmes questions. Oui, oui. En face, il y a quand même une phase des techniques de pouvoir qui datent depuis des siècles, des siècles, des siècles. À ce discours. Il est quand même assez puissant il est toujours puissant pour exister quand même. Mais en face, il y a quand même des techniques, les techniques d'État, par exemple, de répression des fous, etc., ou de division. Elles existent toujours sur le sujet pour l'annuler. Mais elles existent depuis très longtemps, oui, mais les techniques, ils arrivent quand même à ce que. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ces questions. Est-ce que la notion du jeu est apparue quand? Si on regarde un peu l'histoire des idées, l'histoire de la prise en compte de l'individu. Marx, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, mais qui a été passé sous silence, et qui a été, je dirais, renversé en mettant en premier la notion de collectif au détriment de l'individu. Marx, lui, est le collectif au service de l'émancipation humaine et de l'individu. Et le jeu, il apparaît quand? Quand est-ce qu'on commence dans les milieux universitaires français à en parler? 70, tout juste, et encore. Dire ce que fait Seb avec la théorie de la personnalité, avec tout ce qui s'est amorcé, il n'y a pas que lui, hein, je le prends parce que je le connais bien. D'autres, je les connais moins bien. Mais je veux dire, voilà, c'est tout récent. Or, la montée la puissance, je dirais, de la montée de l'individuation, elle est en train de créer une situation qui est de toute façon exceptionnelle et complètement nouvelle dans nos sociétés, et quelles que soient, je dirais, les origines culturelles. Et elles font monter des choses qui sont en train de révéler justement la nature, enfin peut-être, tu parlais tout à l'heure dans ton intervention, du noyau dur qui fait que la dignité humaine, à un moment donné, elle ne supporte plus ce qui s'attaque à elle. Et donc, je pense que la psychanalyse, elle peut permettre justement de nous aider à mieux identifier ces noyaux durs, peut-être pour justement permettre à un maximum d'individus, justement, d'être en capacité de se remettre à bouger, enfin, ou à contester, ou à se libérer. Ça, ce n'est pas une chose simple. Mais je crois qu'il y a la figure de l'autorité, là. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure
je pense que c'est une question qui nous traverse tous. Les pays européens, on voit bien comment cette figure-là est en train de monter en puissance. Comment la psychanalyse peut apporter, alors il peut expliquer un peu les origines, mais comment il peut nous apporter une réponse qui permet de rassurer, parce que la recherche justement de ce père mythique, c'est aussi en même temps la recherche d'une sécurité. On vit dans un monde où tout explose. Enfin, toutes les représentations qu'on avait du monde et justement la fracture qui existe aujourd'hui avec la représentation de la domination occidentale sur le reste du monde explose. Alors, ce qui s'est passé en Kanaki est une révélation pour des millions de gens. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'explosion, ce qui se passe à Gaza, je dirais, qui est pareil, c'est un exemple colonial typique, je veux dire, comment ont fait les Américains pour pouvoir s'approprier les anciens occidentaux, d'ailleurs, hein, les anciens européens, pour s'approprier ce territoire. Bon, je ne veux pas développer. Mais vous, comment, en tant que psychanalyste, vous pouvez nous apporter, le fait hein, déjà, mais comment faire mieux, je dirais, pour, dans cette période critique, parce que c'est une période où on sent bien qu'il y a des enjeux assez terribles, nous aider justement à remotiver l'envie d'agir, l'envie de changer, l'envie de transformer pour remettre ce noyau de dignité humaine au cœur, je dirais, de notre vie. Ouais. Bravo, c'est la question. Oui, c'est une question énorme, sans doute. C'est une question énorme. Mais c'est pour ça que, enfin, parce que, comme vous dites, quand il y a des crises, effectivement, il faut revoir, il faut aller aux origines, au fondement de chaque discipline. Quand il y a des crises dans la religion, il faut aller chercher, puiser dans la Bible. Quand il y a des crises dans le marxisme, il faut aller puiser dans le capital. Et bon, le psychanalyste, c'est pareil. Et Lacan, d'ailleurs, a fait ça, a fait un retour à Freud au départ. Alors là, c'est vrai qu'au niveau du social, je trouve que, moi, c'est mon pari, ce qui m'intéresse, je suis psychanalyste, mais je crois qu'on peut faire davantage à ce niveau-là. Et on peut créer des dispositifs. Et là, je fais des dispositifs inédits. Il faut voir dans chaque pays, dans chaque territoire, voir qu'est-ce qu'on peut créer comme cellule du dispositif. Lacan, à un moment donné, a parlé du cartel, un petit groupe de 4, 5, 6 membres. Bon, en essayant justement de ne pas reproduire les rapports hiérarchisés, les rapports de domination dans ces cellules, hein, qui est des identifications horizontales et pas verticales, etc. Bon. Ouais. Et en tout cas, moi, justement, à partir de la révolte au Chili, bah, je me suis posé la question sur les rôles de l'intellectuel. Ça, c'est un chapitre dans la société. Parce que c'était une question que dans les années 70, 60-70, c'était très important. Et en plus, il y a dans ce texte une anecdote, c'est-à-dire que cette question m'a été invoquée lors d'un entretien avec Philippe Gavi, qui était un des pionniers de Libération, voilà, avec qui j'ai eu un court entretien et qui m'a, ça c'est un peu le côté fiction qui a dans mais fondé dans la réalité, c'est pas un délire. Et il m'a dit qu'il connaissait lors il avait été invité un jour dans une commémoration des 50 ans, je crois, de mai 68. Moi, j'y étais, et puis à la fin, il m'a accordé quelques minutes, on a parlé, et il m'a dit qu'il avait fait deux voyages à Santiago à l'époque, parce que sa mission, à cette époque-là, était d'amener Jean-Paul Sartre à Santiago pour parler justement de ce qui s'est passé à l'époque. On était à l'époque avant la... non, c'était à l'époque où il y avait encore l'Union soviétique et puis le socialisme tel qu'on l'a connu à cette époque-là, le socialisme réel.
Et voilà. Et donc, là, je me suis dit, et ça c'est le côté fiction, il m'a dit que, bon, au Chili, il a trouvé qu'à cette époque-là, ça c'était pendant le gouvernement de Salvador Allende. Donc, il a bien connu comment ça se passait, il a fait son sondage là. Il m'a dit, bah, j'ai trouvé que la société chilienne n'était pas préparée pour faire de la révolution, ça, les intellos, la société, c'était trop conservatrice, et bon, mais quand même, voilà. Finalement, Sartre n'a jamais pu être à Santiago, donc je me suis posé la question, si jamais, ça c'est la fiction, Sartre bon, avait été à Santiago là, en 2019, je fais des lapsus, ça c'est quand même intéressant déjà. Pardon. Et alors là, je me suis dit, bon, il aurait sans doute parlé justement du rôle de l'intellectuel dans la société. Et voilà, et peut-être pas de l'intellectuel au sens sartrien du terme, peut-être le psychanalyste. Ça, c'est une question, c'est une question polémique. Si le psychanalyste peut agir en tant qu'intellectuel, ça, c'est encore une question polémique, mais quand même, bon, ça peut servir, on n'est pas nombreux, comme tu le rappelles, malheureusement, mais quand même, les psychanalystes critiquent les vérités reçues. Ça, c'est ça d'emblée. Les psychanalystes recherchent les causes latentes, hein, les motivations inconscientes, historisent les sujets. Je dis, historisent les sujets, hein, contestent l'aliénation des individus, hein, et défend en plus la radicalité de la différence, chose qui n'est pas au rendez-vous de nos jours. Alors là, en plus, l'analyse promet une politique, la politique du symptôme, qui est le réservoir de l'histoire, des déterminations historiques d'un sujet. Donc, voilà. Et puis, en plus, à cette structure anticapitaliste, je crois que c'est quand même un discours qui peut faire davantage, même si on n'est pas nombreux. Je ne sais pas. Je nous rappelle, nous. Il va falloir arrêter. Mais oui, parce qu'on avait. C'était jusqu'à 7h30 normalement. Désolé. On pourrait parler jusqu'à demain matin. C'est passionnant. Oui. Bon, écoute, en tout cas, Mario, vraiment, on te remercie. On t'attend pour ton prochain livre qui va être publié au Chili, je crois, la semaine prochaine ou en 10 jours. Ouais. Donc, on t'attend pour ton prochain livre, Ouais. traduit en français. Ça va être moins optimiste. Je voulais lire un passage. Vas-y. Ah, C'est pour lui. Ouais, dis un passage. Page 387. Vous imaginez les gens qui préparent la Constitution, qui se battent, qui font la Révolution. Et nous serons qualifiés de communistes pour avoir promu la différence dans l'espace du commun. Nous le savons. Ils nous diront que nous voulons retourner dans le passé et détruire le pays. Nous le savons. Nous pouvons être accusés de sédition pour avoir subverti la volonté de nos citoyens. Nous le savons. Ils vont dévaloriser notre discours. Ils diront qu'il est incompréhensible, trop élitiste ou trop subjectif. Nous connaissons ces stratégies. Ils feront allusion à l'envie, à la haine et au ressentiment comme étant le fondement de l'anticapitalisme citoyen. Ils vont tenter d'effacer la mémoire d'un peuple comme si la seule chose importante était l'avenir et la réussite économique. Il y aura de la désinformation et ils instilleront la peur. Ils répéteront sans cesse qu'il y aura le chaos et l'anarchie, que nous serons comme Cuba ou le Venezuela. Salvador Allende le savait bien lorsqu'il mettait en garde les citoyens. Ils vont vous faire croire que vous n'avez pas raison. Défendez-vous. Bon, il faudrait lire la suite. Mais il y a des expériences politiques quand même. Il y en a au moins deux auxquelles je pense. La de Chiapas,
où il disait nous, on ne défend pas l'avenir de la religion de demain ou l'avenir de la culture Chiapas pour demain. On veut simplement aujourd'hui pouvoir vivre dans notre culture. Parce qu'il y a un peu de ça dans le nom des Mapuches. Et l'autre, c'est Glissant, Édouard Glissant, et l'archipélisation. Il dit, mais on est chacun sur notre île, il ne faut pas céder sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut porter sur notre île. Mais il faut arriver à archipéliser, parce que l'archipel, c'est plus grand que la surface de la somme des îles. Moi, je trouve qu'il y a c'est des gens qui ont pris acte de cette dimension du sujet, je trouve. Il y a quand même ces discours-là qui portent quand même. C'est vrai. Non, mais nous, on est une petite île, là. Bon. Et quand même, on arrive à faire des pommes et le Chili. Bon, Bon. je vais vous les arrêter alors. Hein. Non, mais moi, jusqu'à demain. Bon, merci beaucoup.